à tous les acteurs du week-end, à la une de ce journal, ces constats qui s'est par le chef de l'État, les voies d'accès au centre de Kassavoubou, Kambari, redimensionner et réorganiser les réseaux d'évacuation et intensifier par la suite les opérations d'assainissement. Les images à suivre dans un instant dans ce journal. Les chiffres, près de 200 millions échapperaient à la SNEL dans l'agglomération des Kibessé. En cause, c'est depuis janvier 2024 que les habitants ont refusé des pays la culture SNEL. Faut-il une coercition ou de la pédagogie? Les gouvernements provinciaux du Congo central ont pris en charge le dossier. Nous sommes également à Inga pour faire électrique à partir de cette centrale. Bienvenue à tous. Et la tradition a été respectée. Le chef d'État était en face de la République démocratique du Congo pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Retour sur cette cérémonie à travers le reportage. C'est une tradition qui s'est du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix Tshisekedi, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC pour leur présenter le vœu de nouvel an et recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, en tant que doyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2024 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont été condamnés en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec les terroristes du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs
tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la RDC sur la peine de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la République démocratique du Congo auprès de leur gouvernement et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, le voie d'accès vers le grand marché de Kinshasa en pleine réhabilitation et les centres-villes sont quasi inexistantes. À cette difficulté s'ajoute l'insalubrité. Un décor d'une ville fantôme se dessine alors dans cet environnement. Il faut donc des mesures urgentes. Eh bien, le chef de l'État a inspecté la voirie de Kinshasa pour s'en rendre compte. Gilles Tutumbaï nous en dit un peu plus dans ses reportages. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi-Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, le chef de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi-Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entrouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le constat malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par le vendeur. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendou. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Et une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé le chef de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. « 2024 qui s'est achevé, une année d'avancée significative dans la gouvernance du pays. Le président de la République a mené plusieurs actions dont certaines ont été reprises dans cette rétrospective. En voici un extrait. Réélu
avec 73,34% de voix au terme de la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment pour un second mandat de 5 ans à la présidence de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie populaire et solennelle au stade Martyr rempli de plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a vivement remercié les millions de Congolaises et Congolais qui l'ont massivement réélu. Il s'est aussi appesanti sur des dossiers prioritaires piliers de l'action de son nouveau quinquennat. Outre les questions politiques et sécuritaires, le président de la République a évoqué des chantiers brûlants, l'emploi des jeunes, la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, la sécurité des populations et de leurs biens, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité des services publics. Surprise totale au mois de février 2024. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la radio-télévision nationale congolaise. Il tient le briefing de la presse au studio Maman Ngebi. Face au chevalier de la plume, le chef de l'État réitère sa détermination d'engager les voies et moyens d'en finir avec l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC. Pour son premier rendez-vous avec la presse congolaise, après sa réélection, le président de la République a donné priorité à la situation sécuritaire dans l'est du territoire national. Il a stigmatisé le rôle de Kigali dans la déstabilisation de l'est de la RDC. L'intégralité de cette rétrospective à la fin de ce journal et ça ouvre d'ailleurs les différentes pages rétrospectives de chaque secteur de la vie nationale sur la radio-télévision nationale congolaise. Autre chose à présent, après Matadi dans le Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Guy Kabombo Mwandiavita est arrivé à Inga et dans la ville de Boma. À l'étape d'Inga, il a échangé avec l'unité de la batterie d'artillerie aérienne de la 12e région militaire et à Boma avec les groupements de forces navales. D'autres détails dans ses commentaires signés Sandra Nyangui. Poursuivant son itinérance dans la droite ligne de la mission lui confiée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwandiavita est arrivé à Boma, dans le Congo central. En début d'après-midi, il a tenu une séance de travail avec l'état-major 14e regroupement naval des FARDC, la RDC ayant des frontières lacustres poreuses avec la République de l'Angola. Après un briefing de la situation générale, le patron de la Défense nationale s'est exprimé en ce terme. J'ai été envoyé par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le commandant suprême s'est investi depuis son accession à la magistrature suprême dans l'élévation des conditions de vie des militaires. Aucun pays au monde ne peut être respecté sans une armée bien construite, bien formée, bien motivée, empêche de nous tous nous mettre en tête et le directive que nous avons signé est à renferme le vague moteur de la vie, c'est-à-dire du recrutement juste au dégagement. Et ça, c'est une affaire de tous. Raison pour laquelle je me suis accompagné des députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale. S'en est suivi la visite de la prison du Front Chika, une bâtisse de l'époque coloniale en état de délabrement très avancé. Ensuite, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a également visité la 142e base navale avant de prendre la route à destination de Mwanda. Pour rappel, Inga était le premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale. Ici, il a échangé avec l'unité de la batterie d'artillerie aérienne, commandant 12e région militaire. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale a déploré les conditions de travail et l'état de délabrement très avancé du bâtiment. Il a promis de le réhabiliter dans les tout prochains jours. Et reçu plus tôt les doléances sur l'absence du réseau électrique de la SNEL au camp EBA et à l'école de formation des troupes blindées, le
patron de la Défense nationale a sollicité au DG de la SNEL une étude de faisabilité rapide en vue du raccordement du réseau électrique de la SNEL. Une date à retenir, le 18 janvier, date anniversaire de la création de l'Union panafricaine de la Poste, qui représente la Poste aujourd'hui en RDC et partout ailleurs en Afrique. Dans son message de circonstance, le ministre de Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa, s'est focalisé sur le thème choisi, un secteur socialement responsable au service d'un développement inclusif. Suivez. En cette année 2025, la commémoration de cette journée se fait autour du thème intitulé « Un secteur socialement responsable au service d'un développement inclusif ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'heure où les défis économiques et sociaux se multiplient dans le monde, il est essentiel de reconnaître que la Poste africaine n'est pas épargnée par cette conjoncture. Elle fait également face à de nombreux défis tels que la protection de l'environnement, l'avènement de l'intelligence artificielle, le développement du commerce électronique, etc. En dépit de tous ces défis, la Poste africaine s'efforce de s'adapter pour offrir un service de qualité à ses clients, ainsi contribuer à un avenir meilleur pour tous. La Poste est devenue un véritable vecteur pour l'accès aux soins de santé, de l'éducation, à l'inclusion sociale, numérique et au développement communautaire. À l'heure de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle, la Poste n'est pas en reste parce qu'elle propose aux usagers des services financiers numériques, des services de cartes, de crédit, débit et des services bancaires qui assurent la promotion de l'éducation financière des peuples. Par ce fait, la Poste a brisé les barrières qui causaient des inégalités et qui marginalisaient certains peuples, des milieux isolés, à accéder aux ressources financières indispensables pour les besoins socio-économiques. Si l'information est un levier puissant pour le développement personnel et collectif, la Poste africaine s'engage activement à rendre cette information accessible à tous les citoyens du continent. Africide, une firme zambienne qui se propose de travailler en synergie avec les gouvernements de la RDC dans le mécanisme de production locale des semences. Cette délégation était avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Muchaïl-Moutombo. C'est un commentaire de Marie Kalong. La production des semences est l'une des priorités du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl-Moutombo, pour sécuriser le système agricole national. Pour ce faire, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la firme zambienne Africide, conduite par son directeur exécutif Guy Mutombo Ilunga. Au cœur de leurs échanges, la mise en place de stratégies pour limiter les importations en termes de semences en RDC et avoir une autonomie dans le système agricole. Nous avons discuté très largement comment nous allons procéder. Nous allons travailler avec les services techniques et d'appui à la production de semences comme le CRM dans le Haut-Katanga, voir dans quelle mesure nous allons trouver certaines portions de terre et produire ensemble avec eux des semences de qualité et qui s'adaptent dans notre région et aussi qui s'adaptent aux changements ou perturbations climatiques. À noter que la firme Africide est présente en Angola, Zimbabwe et au Kenya. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl-Moutombo, a rassuré son apport et son soutien sur tous les plans dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, c'est un refus collectif. Eh bien, les habitants de Kimpese dans le Congo central ne souscrivent plus aux factures de la SNEL depuis janvier 2024, situation qui impacte sur la trésorerie de la direction provinciale de la SNEL. Faire un rappel de cette dette colossale qui avoisine des millions de francs congolais le mois, eh bien, une démarche difficile. Mais alors, le gouvernement provincial se propose de gérer ces dossiers délicats. Les explications avec Edith Chala. À SNEL SA, l'année 2025 s'annonce celle de grandes réalisations. Le directeur général de SNEL était à Inga samedi, le plus grand parc d'électricité de la République. Devant une délégation du ministère du portefeuille, Fabrice Lucindé a brossé la situation générale de l'entreprise. La SNEL SA est sur la bonne voie, mais il faut encore d'énormes efforts pour la sortir de l'ornière. Les dettes financières, commerciales, fiscales et sociales sont gérées, autant que faire se peut. La stratégie mise en place produit des fruits
À titre illustratif, la ville de Bukavu qui a réussi à éliminer les délestages avec la pose des compteurs après paiement. La question de Kimpese, qui ne paye pas les factures d'électricité depuis janvier 2024, a également été évoquée. Des compensations sont envisagées avec le gouvernement provincial. Fabrice Lucindé, qui garde toute sa sérénité, avait pris soin avant le départ pour Inga de visiter les acquisitions au magasin général de Snell, sur la 12e rue Limité. Il s'agit de 70 km de câbles basse tension et 40 000 compteurs monophasés dans un lot de plus de 400 000 attendus d'ici mars 2025. Cette année, nous comptons recevoir pas moins de 400 000 compteurs. Donc ces compteurs seront placés pour la ville de Kinshasa et dans les différents parties des réseaux situés dans la province. Un travail méticuleux est en cours à Kinshasa, à Mbujimaï, au Congo central, à Bandundu, à Bukavu et à Isiro, avec l'amélioration des recettes qui s'accompagnent. Et voilà la dette colossale dont on a fait allusion. Il s'agit de 200 millions de francs congolais et non 2 millions de francs congolais le mois. 17 janvier, c'était hier que les Congolais se sont souvenus de l'assassinat du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Un moment également de rapprochement entre nationalistes, à l'image de Frédéric Kita et les partis lumumbistes unifiés. On l'écoute au micro de nos reporters. Suivez. Nous connaissons le combat de Lumumba. Aujourd'hui, aussi de parler du passage Kizenga, qui était vraiment un allié de taille de Lumumba. Quand on dit allô, c'est le parti Lumumba unifié. Donc là, nous commémorons aussi Lumumba. M. Kabila aussi a fait sa part. Mais aujourd'hui, nous voulons enseigner aux générations futures qu'il n'y a pas un peuple sans histoire, je précise bien. Il n'y a pas non plus une histoire sans peuple. Mais nous sommes ici, c'est pourquoi j'avais insisté l'année passée, quand j'ai passé ici, nous devons construire un mausolée à Buma là-bas, pour enseigner à nos enfants, à nos amis et petits-enfants, qui était le patriarche, qui était le Lumumba, et l'histoire politique de ce pays-ci. Nous devons la connaître, c'est très important. Donc, quand on parle de Kizenga, on voit Lumumba, on voit Kasavubu et compagnie. Et aujourd'hui, il était de mon devoir pour venir honorer ce parti frère. Parce que n'oubliez pas que les MPP sont partis et le ministre unifié, qui est un parti historique. Je suis venu pour honorer ce Maveux, pour leur donner le pain d'encouragement. Nous sommes venus soutenir nos mamans, qui connaissent les douleurs d'enfantement. Et nous sommes avec des secrétaires permanents. Je remercie juste spécialement le chef du parti, son Excellence de Manzenga, qui ne cesse de ménager aucun effort pour que ce parti, le Palou, puisse vivre comme nous voyons tous. Le Palou, c'est un patrimoine commun. Justement, puisque nous parlons du parti lumumbiste unifié, les Palus a également commémoré ces moments, du moins la date du 17 janvier. On en parle dans ces reportages, signé Vital Pagabita. Tradition respectée au parti lumumbiste unifié Palou. Cette formation politique, léguée par Feu Patrice Antoine Kizenga, a commémoré, comme il se doit, le 17 janvier 2025, la disparition tragique du tout premier ministre du Congo-Kinshasa, Patrice Emery Lumumba, à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili. Et cela, malgré la pluie qui a arrosé tout Kinshasa. À la faveur de cette journée commémorative, il a plu à l'autorité de référence, Maître Didier Mazenga Mukanzu, de lancer la campagne de sensibilisation des militantes et militants sous la réforme constitutionnelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec cette particularité. Aujourd'hui, je lance officiellement la campagne de sensibilisation sur la réforme constitutionnelle et j'informe aux militants et militantes que nous avions formulé notre demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée, et le Palou sera la tête dans cette commission et pas la queue. Il s'en suivra une tournée dans toutes les provinces du pays pour amener les Congolais en général et les militantes et militants du parti lumumbiste unifié Palou à adhérer à la vision du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour la cohésion nationale, le rétablissement de la paix dans l'est du pays et à l'amélioration des conditions de vie des Congolais.
Un autre chapitre, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a repris ses activités. La problématique de la géopolitique comme outil stratégique de la conservation du pouvoir, le sujet était au centre de la réflexion. Alain Bikaï. Les premiers rendez-vous de l'année 2025 avec les matinées scientifiques organisées par les corps de l'élite scientifique de l'IDPS est consacré à la géopolitique, outil stratégique pour un parti politique de conserver le pouvoir. Une thématique développée par le professeur des droits internationaux Daniel Makesi Mwana-Wanzambi, directeur des cabinets au ministère des Affaires étrangères. Dans une méthode comparative, cet enseignant des universités a fait savoir à l'assistance que la gestion d'un État par les partis politiques doit tenir compte non seulement de sa vision politique, mais également les données géopolitiques pour matérialiser sa vision. Pour faire comprendre que la géopolitique n'est pas qu'une affaire mondiale. La géopolitique, c'est partout où se jouent les questions des résolutions de satisfaction de besoins au niveau local, au niveau provincial, national, sous-régional, continental et mondial, c'est-à-dire la possibilité pour un parti politique de se faire une lecture claire et nette de ce qui se joue en termes de puissance et de rivalité, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local et provincial. Donc il y a cette ramification-là qui part du niveau local jusqu'au niveau mondial. Et l'autorité de l'État, la puissance publique doit devoir s'affirmer à tous les niveaux. Pour lui, chaque pays a sa géographie, mais chaque État ne contrôle pas sa géopolitique qui est un résultat des conflits et des alliances. Lubumbashi dans la rue, des marches de soutien au FARDC ont été organisées. La dernière en date, c'est celle qui a rassemblé les autorités de l'exécutif provincial, de l'Assemblée provinciale, ainsi que certaines formations politiques de l'Union sacrée. Images et commentaires. Les grandes artères de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ont été inondées ce samedi 18 janvier 2025 par plusieurs centaines de manifestants, pour la plupart combattants de l'UDPS, ARDR et Vision Fati rénovée de Kalembouyou Ayako, avec à la tête les autorités provinciales dont le président de l'Assemblée provinciale Michel Kabemamba, le gouverneur Jacques Kabula-Tapé. Objectif, témoigner leur soutien total aux forces armées de la RDC déterminées à pacifier l'Est du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Animés d'un amour patriotique, ces manifestants constitués de toutes les couches de la population sont partis du bâtiment du 30 juin en passant par l'avenue Kassavubu pour chuter à la grande place de la Poste Lubumbashi, scandant les chants de victoire en faveur des forces loyalistes et Ouazalendo qui gagnent du terrain dans des territoires et cités occupés jadis par les mouvements rebelles et l'armée rwandaise. Devant une foule immense, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabemamba Michel, est revenu sur les biens fondés de cette marche de soutien. C'est le gouverneur de province Jacques Kabula-Tapé qui a fait une déclaration commune. Celui-ci a appelé les Haut-Katangais à apporter un soutien indéfectible au FARDC et à adhérer à la vision du chef de l'État de changer la Constitution. À l'occasion, il a lancé une collecte de fonds de guerre à envoyer aux voyants héros. Autre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, c'est celui du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Eugénie Dada-Chabani. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo, SNAC, parti cher à l'honorable Aimé Pascal Mongo, vient d'enregistrer 5000 membres amenés à ce parti par Zachary Kassongo, leader du district de Moamba, qui a adhéré à son tour. C'était au cours de la matinée de mobilisation et de l'adhésion des membres à ce parti de l'Union sacrée et aussi pour la commémoration des héros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Tout au début de la cérémonie, l'honorable Aimé Pascal Mongo a demandé à tous les membres d'observer une minute de silence en mémoire de ces héros nationaux.
Le président des SNARC, Aimé Pascal Mongo, a à cette occasion salué l'adhésion massive de la population à ces parties de l'Union sacrée qui matérialise les 6 engagements majeurs du chef de l'État de son programme quinquennal. Occasion également d'inviter tous les membres de ce parti à soutenir la bravoure des FARDC à la guerre de l'Est du pays. Le temps fort de la cérémonie était la signature des fiches d'adhésion de tous les 5000 membres sous la supervision du secrétaire général du parti SNAR. Le président Aimé Pascal Mongo a salué cette adhésion massive des nouveaux membres grâce à la mobilisation faite par Zachary Kassongo. Il l'a félicité et l'a nommé secrétaire général adjoint chargé de la visibilité, de l'implantation et de la mobilisation du parti. La cérémonie était agrémentée par l'artiste et musicienne Eunice Manyanga. Que des réactions après les décès du célèbre catcheur congolais Dingwe. Il faut s'attendre donc à des funérailles grandioses et le gouvernement, la République, par le biais du ministère des Sports, a pris en charge ses obsèques. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, est allé réconforter la famille du défunt. Monique Mavungo. Décédé lundi dernier au Maroc des suites d'un cancer dont il souffrait depuis un moment, la dépouille mortelle du célèbre catcheur Dingwe sera rapatriée à Kinshasa dans les prochains jours. Pour soulager la famille éplorée, le patron des sports a apporté un lot important de vivres, dont plusieurs sacs de riz, de semoule, sucre, lait en poudre et autres biens de première nécessité pour réconforter la famille au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et du gouvernement central qui tient à honorer dignement la mémoire du natif de Matete. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avait instruit de l'évacuer à l'étranger pour des soins appropriés, mais Dieu en a décidé autrement. Le chef vient encore de nous instruire de prendre en charge les obsèques de Dingwe. Très ému et marqué par les habitants de Matete et pratiquants du catch ont à l'unanimité salué la visite du ministre et sollicité au passage qu'un monument à l'honneur de leur idole soit érigé au carrefour communément appelé sous-région. Avant son décès au Maroc, Dingwe avait reçu la visite du ministre des Sports Didier Boudimbu à l'hôpital HJ à Limete, laquelle visite avait débouché à son évacuation d'urgence au Maroc pour une meilleure prise en charge médicale. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et voilà, c'est la fin de 20 heures de ce week-end. Merci à l'équipe qui était à la production, mais à vous également qui étiez devant vos petits écrans. Un long week-end qui a commencé.